Plusieurs choses. Donc moi, dans mon histoire, donc j'ai fait subspé. Après, il y a quelque chose qui s'appelle ingénieur des travaux, de la météorologie. Donc c'est naturellement ce qui vient après subsp. Et donc j'ai commencé comme ça. Donc là, j'étais devenu prévisionniste au début à Rennes. Et donc c'est voilà l'évolution naturelle. Donc après, j'ai passé un concours interne pour être un classe qu'on appelle ingénieur météo. Donc à l'époque, ça existait, hein. Et ça, c'est une classe d'ingénieurs qui était prévue comme étant en école d'application de l'X en fait, hein. Sortie Polytechnique, vous savez que ce que l'on fait après Polytechnique, c'est que ceux qui terminent dans la botte de l'X, dans les tout le premier, ils peuvent choisir des écoles d'application. Donc il y a les mines, les ponts, et les météos, enfin la DGA, etc. Et donc typiquement, l'ingénieur météo, c'était des postes réservés aux polytechniciens. Donc il y en avait très peu. Et j'ai eu la chance, par concours interne, justement, de pouvoir accéder à ça. Donc voilà, typiquement, les deux grandes familles d'ingénieurs, à Météo France en particulier, c'est ça. Donc c'est typiquement, il y a une école ingénieur de travaux et une partie ingénieur supérieur. Alors, depuis quelques années, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fusion des corps d'ingénieurs du ministère, donc avec les ponts, ingénieurs des ponts, et maintenant avec l'IGREF aussi. Donc c'est ce qu'ils appellent les IPEF, ingénieurs des ponts et chaussées et des eaux et forêts. Donc ça avait avec le MEDAD, ils ont créé ce gros ministère, hein. Donc ils ont créé les IPEF aussi. Et donc typiquement maintenant, la seule façon d'arriver là-haut, dans ce stade supérieur, cette strate supérieure d'ingénieur, c'est d'abord de faire Polytechnique, sortir bien classé et de faire l'école des ponts et puis de rentrer comme ça, quoi. Par contre, il y a d'autres parties qui sont réservées en école d'application de Normal Sup ou aussi de concours maîtrise, etc. Donc il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais donc il y a aussi des travaux de recherche. Alors la question est complexe parce que la question c'est de savoir quel métier d'ingénieur on peut faire. Donc on peut faire le travail de prévisionniste, qui est un travail plus quotidien, de prise du temps, mais qui est assuré parfois par les techniciens, par les techniciens, parfois par des ingénieurs de travaux. Et travail de chercheur qui peut être assuré parfois par des ingénieurs de travaux ou des ingénieurs météo, des IPEF. Donc voilà, typiquement, alors les salaires dépendent beaucoup, hein. Donc ingénieur, les IPEF, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc moi actuellement en fin de carrière, je suis ingénieur en chef des ponts et chaussées, du corps des ponts et chaussées. Donc je gagne beaucoup d'argent, mais parce que c'est un corps prestigieux que j'ai réussi à raccrocher par la bande comme ça. J'ai fait pas mal d'études de cours de soir, la fac, tout ça, pour y arriver. Mais donc faut bien travailler, faut en résumé bien travailler. Si vous voulez avoir le corps supérieur, il faut d'abord faire Polytechnique et après bien sortir. Donc c'est pour dire aussi qu'il y a beaucoup de ces gens qui travaillent chez nous pour faire ces modèles. Il y a énormément de polytechniciens, de normaliens supérieurs, etc. Donc c'est à ce niveau-là que ça se place, en termes de savoir-faire, hein. Et aussi beaucoup, par contre, de thésards. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent par la fac, qui font une thèse et qui, après, arrivent à avoir un débouché en termes de recherche. Météo France, c'est un établissement public, hein, donc administratif, donc des fonctionnaires. Et donc, les fonctionnaires non remplacés 1 sur 2. Donc, par exemple, Saint-Brieuc bientôt va fermer. Il y a un département sur 2 qui va disparaître en termes météo. Et donc, de plus en plus, il y aura de moins en moins d'ingénieurs des travaux et de plus en plus, les techniciens, justement, vont assurer, dans les quelques centres qui vont rester, de plus en plus, vont assurer le travail du prévisionniste. Ce qui était fait avant par les ingénieurs des travaux va être fait par les techniciens de plus en plus. Donc, ce corps de techniciens va être revalorisé en ce sens. Ils vont être de plus en plus impliqués dans la prévision. Et après, effectivement, il y a des systèmes de promotion interne, je parlais des concours, comme moi j'ai fait pour passer dans le concours d'ingénieur supérieur. Il y a des concours pour passer de technicien à ingénieur de travaux, tout à fait. C'est l'avantage. Moi, j'ai dû passer assez rapidement, quitter le système de SP, mais j'ai pu me raccrocher à force d'être opiniâtre. On peut toujours passer après des concours internes. Les moyens mis en œuvre pour faire réaliser les simulations du GIEC là, sont absolument énormes. Donc, c'est des milliers et milliers d'heures de calcul qui tournent actuellement sur les plus gros calculateurs de la maison là, pour assurer l'exercice du GIEC qui est à venir, là. Et donc, effectivement, les prévisions sont aux alentours de 200 à 300 ans à peu près de chacun des simulations. Donc, 100 ans pour le pré-industriel et entre 100 et 200 ans à venir. Et ceci plusieurs fois pour plusieurs scénarios. A priori, il n'y a rien qui limite les systèmes de prévision, puisque après, tout dépend de ce que l'on y met dedans, je dirais, hein. C'est pas tellement un problème de limite de prévision, hein. Les prévisions, elles sont ce qu'elles sont, elles ont leurs limitations, leurs hypothèses de base. Mais après, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on y met comme scénario. Est-ce que l'homme va être raisonnable ou pas? Et donc, en fait, la diversité des résultats dépend de la diversité des scénarios qu'on y met. C'est ça, en fait, qui limite. Autrement, il n'y a pas de limite autant, hein. Les modèles, on a fait des modèles, justement, de rentrée en glaciation, par exemple, pour répondre à la question, là, c'est quand la glaciation, etc. Donc, typiquement, un des intérêts, justement, de certifier ces modèles
de climat, c'était de pouvoir prévoir est-ce qu'on peut rentrer en glaciation si l'orbite commence à s'y faire, et c'est assez brutal en fait, hein, et comment en sortir. Et là, c'est moins facile. Actuellement, là, on a un système interglaciaire. A priori, vu le système de temps, de durée, on devrait presque bientôt tomber en période glaciaire. Effectivement, c'est peut-être ça qui est la question. C'est une des choses qui est mentionnée. Et peut-être que l'action de l'homme actuellement va nous refaire retarder, peut-être pour le bonheur aussi, hein, de rentrer dans un système de glaciation. C'est possible. Mais ça, par contre, c'est des variabilités internes de la machine climatique. Tout n'est pas prévisible aussi, hein, ou du moins prévisible avec une certaine précision, toujours pareil, quoi. Ce nuage est très important. Alors, juste peut-être de 5 minutes. Donc, par exemple, typiquement, qu'est-ce qui différencie les petites averses, là, tranquilles, mimiles, là, qu'on a tranquillement chez nous, ici, en Bretagne, classiquement, où on a un nuage et il pleut derrière. Bon, ça se passe bien, mais où il pleut presque sous le nuage. Ça fait des précipitations relativement modérées. Par contre, il y a ce qu'on appelle les supercellules. Vous en avez parlé des grosses tornades qui aux États-Unis, là, dans les grandes plaines américaines. Donc là, c'est un système un peu différent. Et là, justement, il y a une interaction entre la dynamique du vent. Comme je vous ai dit, les cellules nuageuses, elles rentrent par le dessous, là, elles rentrent dans le nuage, et après, elles peuvent être déviées. Et là, c'est le cas. Et le cas favorable au développement de ces grosses structures, là, ce qu'on appelle les supercellules qui mènent aux tornades, c'est que le vent est configuré de telle sorte que le système commence à rentrer de l'air très humide, beaucoup d'eau qui se condense, et ça fait des très fortes précipitations, mais le vent a le bon goût de dévier les précipes à côté du nuage, juste à côté. Ce qui permet d'éviter qu'en général, ce qui se passe chez nous, c'est que les précipitations, quand elles commencent à se former, elles écroulent le nuage. Quand elles commencent à peser, elles commencent à refroidir en se précipitant, ça refroidit les couches en dessous, et ça écroule le nuage lui-même. Donc il y a un conflit entre la force du nuage qui veut se créer et les précipitations qui l'écroulent. Et si la force du vent, par exemple, dévie les précipitations, à ce moment-là, ça fait un type de nuage très particulier. Donc c'est en ce sens où l'action du vent, non pas sur le nuage lui-même, mais je dirais en termes de pousser le nuage. Encore une fois, le vent ne pousse pas le nuage. Il faut vraiment, c'est un petit peu ce que j'essayais d'expliquer au début de l'exposé, c'est qu'il faut vraiment bien penser les nuages, les systèmes nuageux, comme étant presque un système comme les autres. Les particules d'air, elles vont et viennent, elles circulent du bas vers le haut, dans tous les sens. Et elles sont condensées ou pas. Et là, par contre, là, il y a une action particulière de déflexion des précipitations qui sont favorables au développement des gros orages. Tout le monde, quoi. Je m'aperçois effectivement que les choses changent, mais tout doucement, quoi, hein. Mais en fait, depuis un siècle, c'est vraiment difficile, hein, depuis 50 ans ou depuis un siècle. Je n'ai pas montré, mais typiquement, la montée, le gonflement des océans, on le voit, on le voit très bien. Vous pourrez peut-être faire les TP de prévision, par exemple, au niveau des marégraphes, etc. Donc, ils peuvent filtrer les données. Donc, on le voit. Je ne vois pas en termes de sensible. Je suis comme vous, j'ai du mal à voir. Il y a tellement de variations diurnes, saisonnières, interannuelles, qu'on a du mal à extraire le signal. Comme ça, quoi. Mon corps, moi, ma mémoire, elle n'est pas très bonne. J'ai du mal à avoir la mémoire et voir comment ça évolue. Donc il faut filtrer tout ça, il faut filtrer toutes ces ondes diurnes, saisonnières, interannuelles, pour arriver à avoir ce signal d'évolution lent. Et c'est celui-là. Mais alors, on a des statisticiens aussi très forts qui, encore une fois, arrivent à voir là où le réseau, à une première carte, à l'heure, je vous ai montré, on voyait rien, on voyait des refroidissements et des réchauffements importants sur la France, un mélange de tout ça. Et après analyse sérieuse des choses, on peut faire apparaître le réchauffement, le vrai. Et on voit qu'il faut beaucoup de travail pour le faire extraire le signal qui est très ténu. Pour l'instant, il est ténu. Ce que je peux te dire dans les simulations telles qu'on les voit, c'est que ce que les gens ne connaissent peut-être pas trop, c'est que ça fait 10 ans que l'on dit que actuellement c'est très lent. Mais que tout va s'accélérer aux alentours de 2030-2040. C'est vers là qu'il va y avoir un effet très fort en termes de sécheresse, en termes de canicule. Tous les modèles que l'on voit, c'est pas linéaire. Il va y avoir quelque chose on va le sentir. On devrait le sentir, nous, enfin, moi peut-être encore si je suis encore vivant, mais autour de 2040, il va y avoir quelque chose de relativement fort, quoi. Et c'est vers là que ça se sent, quoi. Et c'est pas linéaire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la pente n'est pas linéaire. En température peut-être moyenne, parce que c'est moyenne sur le globe, mais en termes d'incidence concrète, en termes de sécheresse, canicule, ce ne sera pas linéaire, quoi. Et là, on va souffrir, on va vraiment souffrir. Les enfants aussi. Et c'est vrai, c'est dramatique, parce que on va dans l'inconnu, quoi. Mais alors souffrir, tout de suite on pense, on trouvera de l'eau, on boira, etc. Mais oui, mais il y aura les phénomènes de pandémie, les phénomènes de modification de la végétation, de l'apparition de remontées. Vous verrez les moustiques tigres qui vont remonter en Bretagne, peut-être, j'en sais rien. Les chikungunya, j'en sais rien. Moi, des choses comme ça. Il y a tout qui remonte, quoi. Et on a connu ça. Et les vignes, déjà, le Bordelais, il commence à
à penser qu'ils vont déplanter les vignes du Bordelais pour en planter d'autres parce qu'elles sont trop précoces et ils n'arrivent pas à les gérer. Enfin, on voit que les choses, comme la végétation, elle remonte. Dans ce sens, peut-être qu'on voit peut-être le mieux. Le système intégrateur pour filtrer les côtés diurnes, saisonnières, interannuelles, c'est la végétation. Et la végétation, on le voit bien avec les vignes. Elle commence à être déréglée, quoi. Et il faudrait remonter. Les vignes qu'il y a à Bordelais, il faudrait les remonter vers Nantes, quoi, bientôt, ou en Bretagne. Bon, il y a des promesses de vin pour la Bretagne. On peut terminer là-dessus, ce sera une belle promesse.